Bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous célébrons demain, 4 février, la journée internationale de lutte contre le cancer, une des premières causes de mortalité dans le monde. L'occasion de s'attarder dans cette émission sur le cancer colorectal, le premier chez l'homme et le deuxième chez la femme en Algérie après celui du sein, avec plus de 6000 cas par an. Une situation expliquée par de nombreux facteurs de risque, certes, mais surtout par un dépistage insuffisant. Le diagnostic est de ce fait tardif, puisque c'est un cancer qui parle peu et dont les signes d'alerte sont souvent perçus comme d'une grande banalité. Enfin, un pronostic qui reste préoccupant, vu la difficulté de l'accès aux soins et l'absence de nouvelles thérapeutiques, s'y ajoutent des techniques chirurgicales souvent lourdes de conséquences pour la vie des patients opérés. Avec mes invités, on revient essentiellement sur cette explosion des cas de cancer colorectaux, mais surtout sur l'importance de la prévention et du diagnostic précoce dans ce cancer. Voilà en gros le propos que nous vous proposons ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Beloul Meriem. Vous êtes gastro-entérologue, vous êtes également chef de service au CHU de Béjaïa. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Hassain Fares. Vous êtes oncologue médical au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Tariq Saïb. Vous êtes spécialiste en chirurgie générale et en oncologie. Vous êtes ancien chef de service au CAC Sétif. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Hassan Khouja Mustapha. Vous êtes gastro-entérologue, vous êtes vice-président d'AGELA, l'association des gastro-entérologues libéraux de l'Algérois. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous quatre de venir parler de cette thématique. Nous sommes à la veille de la journée de lutte contre le cancer et nous avons choisi donc de parler de ce cancer qui est sur le triste podium des cancers, le cancer colorectal. On recense près de 7000 nouveaux cas chaque année. Ce sont donc des chiffres effarants avec un taux de mortalité qui reste assez inquiétant. Il faut dire que l'incidence est aussi importante de par le monde. Comment explique-t-on aujourd'hui cette courbe ascendante du cancer colorectal? Alors, ce qui est expliqué, c'est que dans le facteur lié à l'alimentation de l'Algérien, il y a l'occidentalisation de notre alimentation. Et donc, nous avons une consommation excessive en viande rouge, l'excès de consommation d'aliments qui sont gras, le manque d'activité physique, le tabac, l'excès pondéral. Tous ces facteurs, c'est des facteurs qui augmentent le risque d'apparition de cancer. Et le manque d'activité physique également, c'est dans notre pratique, dans notre vie quotidienne, l'activité sportive n'est pas très mise au jour, et ce sont tous ces facteurs cumulés font que le cancer du côlon a probablement augmenté du fait de ces éléments-là. Oui, professeur Beloul, on parle beaucoup de cette mauvaise alimentation aujourd'hui. On parle également d'aliments peut-être exposés à des polluants, à des pesticides. Est-ce qu'il y a également d'autres facteurs, par exemple génétiques ou culturels, peut-être le mariage consanguin aussi, est-ce qu'il peut être incriminé dans ce type, ou j'ai envie de dire, de cette propagation du cancer du côlon et du rectum? Tout à fait. Donc il faut dire qu'en fait que ce cancer colorectal a des facteurs de risque. Donc ces facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables et des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Ceux qui sont modifiables, c'est ceux dont a parlé Dr Hassan Khouja, donc l'alimentation, l'obésité, l'activité physique, etc. Mais ceux qui sont non modifiables, justement, donc nous avons l'âge qui est le principal facteur de risque dans ce cancer colorectal. Plus l'âge augmente, plus le risque de développer ce cancer est important. Et nous avons également ces facteurs héréditaires. Enfin, la plupart des cancers colorectaux sont des cancers qui sont sporadiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un terrain génétique. Donc les formes familiales ne représentent que 5% C'est-à-dire qu'on ne connaît pas exactement la cause, c'est ça, quand on dit sporadique? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des gènes qui se transmettent, etc. Mais les formes héréditaires ne représentent que 5% des cas. Donc, il est vrai que les mariages consanguins favorisent justement l'apparition de ces cancers. Vous venez
venez de parler justement de l'âge comme étant un facteur de risque essentiel dans la survenue du cancer. Mais est-ce qu'on ne remarque pas aujourd'hui quand même le rajeunissement des cas du cancer de tous les cancers confondus, et du cancer du côlon particulièrement? Est-ce qu'on ne voit pas ce type de cancer également dans les sujets jeunes? Tout à fait. Les sujets jeunes plutôt. Donc il faut dire que le cancer colorectal, l'âge moyen de survenue dans le monde est d'environ 70 ans. Mais justement, on a remarqué l'augmentation donc, de l'incidence de ces cancers colorectaux donc, chez les sujets de moins de 50 ans. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que le cancer du sujet jeune, il y a probablement donc, un facteur génétique associé. Mais les études, les dernières études donc, ont démontré, par exemple, aux États-Unis, que en 2020, il y a une augmentation de 12% des cancers colorectaux chez les patients de moins de 50 ans. Cela veut dire qu'il n'y a pas que les facteurs génétiques qui sont prépondérants. Donc l'obésité ainsi que la sédentarité ont été incriminés également donc, dans la survenue de ce cancer chez les sujets de moins de 50 ans. Oui. Docteur Hussein, ce qui est regrettable aussi peut-être dans le cas particulier du cancer du côlon et du rectum, c'est que, disons-le, il s'agit d'un cancer évitable, c'est-à-dire que ce soit en évitant les facteurs de risque ou en termes également de prévention secondaire, pas uniquement en prévention primaire, parce qu'on sait aujourd'hui que les polypes, quand ils sont dépistés tôt, en les réséquant, on évite la survenue de ce cancer. Là aussi, c'est un échec finalement. Oui, évitable dans l'absolu, non, mais on peut nettement réduire l'incidence de ce cancer à travers le dépistage. Le dépistage nous permet de détecter des lésions précancéreuses à un stade, par exemple, comme vous avez dit, un polype ou un adénome, avant qu'il y ait des lésions anatomopathologiques précancéreuses sur ce polype. Et même dans la prise en charge par la suite, le pronostic va complètement changer. Il faut savoir que détecter des lésions précancéreuses, ça va nous aider à utiliser des traitements nettement moins agressifs, et cela va permettre un rallongement de la survie globale et la survie sans progression des patients, que ce soit diagnostiqué ou bien dépisté de nouveau. Oui. Alors il y a un autre souci aussi qu'on pose dans les traitements, particulièrement, on parle de prévention, peut-être avec vous plus de traitements, puisque vous êtes un peu à la fin de la chaîne, professeur Saïb. Alors dans la course vers la survie, on a tendance peut-être à oublier une dimension très importante qui est la qualité peut-être des malades traités. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un souci justement des séquelles post-opératoires? Est-ce qu'on pose cette problématique dans le cancer du côlon et du rectum particulièrement? Absolument. Merci pour la question, parce que de nos jours, la chirurgie n'est plus le cavalier seul anti-cancer colorectal. Elle fait partie d'une prise en charge intégrée qui associe, outre la pierre angulaire qu'est la chirurgie, elle fait associer le radiothérapeute, l'oncologue médical, le gastro-entérologue, le radiologue, le nutritionniste, le stomathérapeute, puisqu'il y a des risques de mettre des stomies pour les cancers du moyen et du bas rectum. Notre souci devant un cancer colorectal, surtout du rectum, c'est de répondre à des impératifs, c'est-à-dire la guérison de la maladie. Mais à quel prix? À quel prix? Assurer une qualité de la vie. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Parfois, on veut assurer une qualité de la vie au prix de la survie. Donc il est très difficile dans les cancers du bas rectum. L'un des soucis, c'est comment garder un circuit digestif autant physiologique que possible, c'est-à-dire éviter de délabrer le schéma corporel, éviter la stomie, ou ce qu'on appelle dans le jargon l'anus artificiel. Oui. D'accord ? Et le développement des thérapeutiques mini-invasifs, et également le développement des thérapeutiques associées qui font partie intégrante, bien sûr, des traitements du cancer colorectal. L'oncologie, le domaine de la radiothérapie a fait que la conservation de la fonction sphinctérienne du schéma corporel est de nos jours
beaucoup plus possible par rapport à il y a une dizaine d'années. Oui. Alors je vais vous inviter, messieurs, dames, justement, à regarder un reportage pour voir de plus près comment se fait la prise en charge justement de ce type de cancer qui est aujourd'hui au triste podium des cancers qui touchent les Algériens. Ça se passe à l'hôpital Mustapha Bacha. C'est un reportage signé Yanis Saïd Belkacem. Regardez. Nous sommes à l'unité de gastro-entérologie de l'hôpital du jour du CHU Mustapha Bacha. Ici sont traités les patients souffrant de cancer digestif. Les particularités de ces cancers, c'est qu'ils touchent différents organes comme l'estomac, le foie, le côlon ou encore le pancréas, ce qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. On prend en charge globalement tout ce qui est tumeur digestive. Ça veut dire, ça passe du cancer de l'œsophage jusqu'au cancer de l'anus, passant par le cancer de l'estomac, le cancer du côlon et le cancer du pancréas. Dans la majorité des cas, on reçoit le plus souvent des cancers du côlon. Il faut savoir que pratiquement c'est le cancer le plus fréquent, tous sexes confondus en Algérie. Les symptômes des cancers digestifs sont parfois silencieux. Perte de poids inexpliquée, douleurs abdominales persistantes peuvent être les premiers signes de la maladie. Je vous présente un patient suivi pour un cancer du pancréas. Monsieur, alors, كيفاش حتى لحقت لهنا عندنا؟ كيفاش لحقت لعندكم؟ رحت اولا للطبيب. طبيب عام ولا طبيب خاص؟ طبيب يعني جيري تاع الاستوما. تاع الاستوما. عقب على الاستوما تاعي. واش الحاجه اللي خلاتك تروح عنده؟ تحرق الاستوما وتقلقت بعد رحت لعنده نعقب. Quant au traitement, il varie en fonction de l'organe touché et du degré de l'atteinte. Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie sont souvent utilisées parfois en combinaison. Il faut savoir que dans son cas à lui, sa maladie elle était déjà d'emblée métastatique, donc la prise en charge relevait que de la chimiothérapie. Donc on l'a programmé dans les plus brefs délais pour qu'on puisse rapidement contenir la maladie. Il a été mis sous traitement à base de chimiothérapie. Donc il fait une cure chaque 15 jours. Tout dépend du protocole. On peut des fois faire une cure chaque 3 semaines, une cure chaque 15 jours. Tout dépendra de la résistance du patient, donc de la tolérance vis-à-vis du traitement. En même temps, les objectifs thérapeutiques qu'on veut atteindre. Est-ce que le patient bénéficiera par la suite d'une chirurgie ou non? Est-ce que le patient bénéficiera d'un traitement complémentaire à base de radiothérapie? Les patients admis à l'hôpital du jour reçoivent un suivi personnalisé. Alors nous prenons essentiellement en charge beaucoup de pathologies malignes du tube digestif, que ce soit des cancers colorectaux essentiellement, gastriques, le pancréas est en augmentation, ainsi que la pathologie aussi lymphomateuse du tube digestif, essentiellement l'estomac. La prise en charge, elle est multimodale, donc elle passe par l'oncologie médicale, mais aussi par d'autres services tels que la chirurgie ou même la radiothérapie quand il s'agit de cancer rectal. Par contre, pour les autres cancers, c'est la même chose, sauf que l'indication de la radiothérapie, elle est très limitée. Donc, on parle plus d'oncologie et de chirurgie. En 2022, le registre national des cancers de l'Institut national de santé publique rapporte 4500 nouveaux cas de cancer colorectal et 3000 nouveaux cas de cancer de l'estomac par an. On est peut-être un peu plus que dans les 4500 plus. Aujourd'hui, on se rapproche des 7000 nouveaux cas par an. Alors, dans les chiffres, on voit à peu près une parité hommes-femmes quand on parle du cancer colorectal. Oui. Mais on n'est pas tous égaux finalement. Alors, dans l'incidence, pour l'homme, c'est aux alentours de 120 pour 100 000 habitants, pour le registre d'Alger, de 108 pour 100 000 habitants pour le sexe féminin. Donc c'est pratiquement la même chose, mais un peu plus, c'est prédominant pour l'homme, bien sûr. Chez l'homme, oui. Et c'est le deuxième, bien sûr, cancer chez l'homme et le deuxième cancer chez la femme. Mais quand on regroupe hommes et femmes, ça devient le premier cancer. D'accord. Nous ne sommes pas tous égaux devant le cancer colorectal. Qu'est-ce qui nous prédispose finalement? On a parlé tout à l'heure d'intérêt génétique, mais finalement, si on revient un peu sur si on cherche sur les facteurs qui prédisposent, si vous avez un antécédent familial de cancer chez la parenté de premier degré, c'est-à-dire mère, père ou fratrie, vous avez un sur-risque de développer un cancer par rapport à des gens qui n'ont pas de cancer. N'importe quel cancer ou particulièrement le cancer colique, oui. Colorectal. On rapporte aussi d'autres cancers, par exemple, comme les cancers de l'ovaire. Ça aussi, ça peut nous prédisposer à faire... Ça, c'est d'autres... il y a d'autres symptômes, d'autres pathologies par rapport aux maladies génétiques, notamment le syndrome de Lynch, qui associe des cancers
gynécologiques, voies urinaires. Donc ça, c'est des maladies génétiques. Il y a aussi la polypose familiale, donc c'est une maladie qui est... Ça, c'est très important. On insiste, si on peut insister là-dessus pour que les gens se reconnaissent. C'est-à-dire pour dire à ces gens qui sont des personnes à risque et qu'elles doivent consulter. Donc c'est des terrains particuliers. Les gens qui ont des cancers génétiques, c'est plutôt dramatique comme situation. Donc vous avez pratiquement toute la famille qui est décimée par des cancers. Et pour la polypose familiale, donc c'est des cancers digestifs qui apparaissent à des âges jeunes. À partir de 20 ans, ils commencent à développer des cancers et pratiquement qu'à 40 ans, ils ont tous des cancers. Donc ces gens-là doivent bénéficier d'un regard particulier, absolument, d'une attention particulière. Et souvent, c'est des malades, c'est des familles qu'on n'arrive pas à prendre dans la totalité. Il y a toujours des gens qui ont peur, ils te disent, moi j'ai mon frère qui a eu un cancer, moi je ne veux pas savoir. Et quand on commence à chercher, on trouve la polypose familiale. Et donc c'est des gens qui donc bénéficient d'un programme particulier de dépistage et de surveillance, contrairement à la population générale qui nécessite un dépistage à partir de l'âge de 50 ans. Absolument. Voilà. Donc ces personnes doivent consulter plus tôt. Il y a aussi les Mickey, professeur Blum. Justement, donc pour que nos téléspectateurs comprennent, donc pour compléter ce que Dr Hassan Khouja a dit, en fait les facteurs de risque du cancer colorectal déterminent des niveaux de risque. Donc du coup, nous avons 3 niveaux de risque. La population à risque moyen, c'est toute la population qui a plus de 50 ans, donc, mais qui n'ont pas de symptômes patents, c'est-à-dire en ce qui concerne le sang, l'émission de sang. Ensuite, nous avons les patients à risque élevé. Ceux qui sont à risque élevé, c'est ceux qui ont eux-mêmes eu déjà un antécédent de cancer colorectal ou de polype, ou des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polype, et rentre ici la catégorie des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Le Crohn et la Crohn, mais avec certaines conditions, c'est-à-dire que c'est des MICI, c'est pas toutes les MICI qui vont développer un cancer colorectal. Déjà, le pourcentage de développer un cancer colorectal, c'est de 1 à 2%. Et tout dépendra de la durée d'évolution de ces MICI. Donc plus à partir de 8 ans, de leur étendue et de leur association ou non à ce qu'on appelle une cholangite sclérosante prémitive. Donc tout ça, c'est des patients à risque élevé. Donc, et il y a les patients à risque très élevé. Toujours est-il, les personnes atteintes de Mickey doivent quand même être contrôlées. Bien sûr, ils sont suivis en consultation. C'est des maladies chroniques, donc ils sont suivis régulièrement par leur gastro-entérologue, et des coloscopies de dépistage, non simplement d'évaluation du traitement, mais de dépistage doivent être, c'est-à-dire rapprochées à partir de 8 ans d'évolution de ces maladies. Oui. Alors la grosse problématique peut-être justement, docteur Hassan, dans le cancer colorectal aussi, c'est que les gens ne consultent pas. Comme je disais en préambule, les symptômes généralement sont d'une grande banalité, ils ne sont pas spécifiques, c'est ça. Justement, par exemple, si on parle des patients qui ont un potentiel génétique de cancer colorectal, tels les patients porteurs de Mickey ou des patients porteurs de polypose familiale ou d'HMPCC, le syndrome de Lynch, ces patients-là ont en général un pronostic meilleur. Oui. Pourquoi ? Parce que ces patients consultent. Absolument. Et on arrive à faire le diagnostic de façon très précoce. C'est clair. Donc la prise en charge multimodale, elle est beaucoup plus rapide. Le patient, on lui inflige moins de traitements invasifs. Et à ce moment-là, le taux de guérison, il est très important. Par contre, chez le patient ou chez la personne lambda, là, il y a un problème d'éducation sanitaire. Ces personnes, la majorité dans la population algérienne par exemple, ne savent pas qu'à partir de 50 ans, il faut faire un dépistage systématique par rapport au cancer du côlon. Le test est simple. Peut-être qu'il faut le dire, on ne fait pas suffisamment de pédagogie. On fait pas suffisamment de pédagogie parce que quand on voit, par exemple, si on essaye de faire le parallèle avec le cancer du sein, dans lequel on fait des campagnes de sensibilisation depuis des années, aujourd'hui, quand même, on arrive à traiter des cancers dépistés, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cancer colorectal. Et cette éducation ne doit pas concerner que les patients. Elle doit concerner aussi les médecins généralistes. Absolument. C'est la pierre angulaire du dépistage. On a tendance, par exemple, dans notre pays, à consulter directement chez un spécialiste, alors qu'à l'étranger, c'est les médecins généralistes qui font le plus de dépistage et qui coordonnent l'action
de lutte contre le cancer. Oui, mais la grosse problématique aussi, disons-le, c'est que chez nous, il n'existe pas de dépistage de masse. C'est ça qui est regrettable. À l'étranger aussi, les gens sont rappelés avec un courrier. Quand ils arrivent à 50 ans, ils ont un courrier qui leur rappelle la nécessité justement de se faire dépister. On reste peut-être sur les symptômes, juste avant de dire un mot sur le dépistage. Les symptômes ne sont pas parlants dans la maladie du cancer colorectal, professeur Saïb. C'est pour ça que les gens ne consultent pas. Ils disent j'ai des hémorroïdes, on peut confondre ça avec une colopathie fonctionnelle. Effectivement, le patient reste longtemps asymptomatique et l'apparition des symptômes témoigne déjà d'une maladie qui est là assez avancée. Pour ouvrir la parenthèse, les symptômes sont représentés par surtout des troubles du transit à type de diarrhée, constipation, parfois une alternance diarrhée-constipation. D'ailleurs, chez un sujet de la cinquantaine qui a de tout temps eu un transit correct, un changement du transit, il faut vite s'inquiéter. Surtout les médecins consulter. Le premier maillon de la chaîne est représenté par le médecin généraliste. Il faut avoir à l'esprit le cancer colorectal. À côté de ces troubles du transit, on peut avoir des douleurs vagues, on peut avoir surtout un saignement, des rectorragies. C'est ça. Ou c'est rare où on peut avoir des saignements noirâtres quand le cancer est au niveau assez loin et au niveau du sécom, de la partie initiale du côlon chez un sujet constipé. Mais surtout, c'est des rectorragies. Et devant tout saignement, rectorragie, même si on a tout saignement colorectal, même si on voit une hémorroïde qui saigne, parce que les causes les plus fréquentes, c'est le saignement thermométrique et l'hémorroïde, même si l'on voit, il faut penser, il faut faire un toucher rectal et il faut faire une endoscopie digestive basse, une rectocolonoscopie. C'est ce qu'on dit. Oui. C'est-à-dire que c'est toujours des hémorroïdes. Juste pour compléter ça, il faut savoir qu'on apprend quelque chose d'important en l'externant, donc dans nos études médicales, ils nous disent chaque anémie non expliquée, explorée, chez un patient de plus de 50 ans, c'est un cancer du côlon, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire si on explore cette anémie et qu'on ne trouve pas de raison, on est dans l'obligation de faire une coloscopie à la recherche d'un cancer colorectal, afin d'éliminer un cancer à un stade avancé. Ça, c'est très important parce que les gens ont tendance à banaliser. Parfois, il y a des gens qui me disent, moi, je fais de l'anémie et ça peut rester, absolument, ça peut rester des mois, voire des années et les gens ne s'inquiètent pas. Alors que c'est probablement des cancers, enfin, dans la majorité des cas, ça peut être un cancer du côlon droit, donc qui saigne petit à petit. Donc ça va provoquer cette anémie. Donc le message ne jamais droit traiter, parce que le côlon c'est une forme de c'est une forme de carré. Absolument. Et plus on s'éloigne de l'anus, plus le sang noir, plus on se rapproche, plus c'est rouge. Donc l'anémie est vraiment un signe qu'il ne faut pas banaliser. Ne jamais traiter une anémie sans l'avoir explorée. Oui, mais ça aussi c'est le rôle des professionnels, professeur Beloul. Bien sûr, c'est un message aux patients et aux professionnels de la santé également. Qu'il faut jamais. Si on arrive à sortir avec une conclusion, c'est parce qu'on en parle depuis des années. Des histoires d'anémie qui se font traiter, soit auto-traitées, soit ils se font traiter par des médecins de proximité. Sans faire plus d'exploration. Sans faire pratiquement aucune exploration. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'il ne faut plus jamais commettre. Chaque anémie nécessite une exploration. Et si on n'étiquette pas la cause de l'anémie, on ne traite pas. Oui. Alors voilà qui nous amène un peu à parler de dépistage. Beaucoup de gens pensent que justement c'est la coloscopie, mais c'est beaucoup plus simple finalement, un dépistage du cancer colorectal. C'est quoi au juste? Donc dans la continuité de ce qu'on avait dit, les niveaux de risque, chaque niveau de risque a donc sa façon, si vous voulez, de pour dépister. La population, on parle pour la population générale. Justement, c'est pour ça. Donc il y a les gens à risque moyen, c'est la population générale. Justement, le dépistage se fait par recherche de sang au niveau des selles, par ce que l'on appelle un test immunologique.
Voilà, donc il va rechercher l'hémoglobine. On l'a humaine. chez nous, le test immunologique aujourd'hui disponible? Oui. Disponible, pas partout, c'est-à-dire que, comme vous le savez bien, donc au niveau de Béjaïa, il y a eu une expérience donc par rapport à ça, dans le cadre du plan cancer. Donc on a, c'était une wilaya pilote, donc on a essayé de faire justement, de créer une stratégie de dépistage, de créer un réseau et d'utiliser ce test immunologique pour dépister les personnes. Je veux dire juste une parenthèse pour parler de ce test, parce que quand même, c'est dans la nature humaine qu'on n'aime pas manipuler les selles. Avec ce test, justement, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est une espèce de coton-tige, c'est ça? En fait, il existe deux types de tests. Il y a ce qu'on appelle un test qualitatif, il y a un test, ce qu'on appelle un test quantitatif. Bien sûr, le quantitatif, il est plus spécifique que le qualitatif, mais c'est tout simple. C'est comme une bandelette, comme un test de grossesse. C'est ça. Donc, pour le qualitatif, donc qu'on mettra au niveau des selles, et s'il y a de bas, Voilà. ça veut dire qu'il y a présence de sang. Ce qui est bien dans ce test aussi, c'est qu'on peut le faire même chez soi. Absolument, c'est ce qui voilà. se fait même à l'étranger. Donc, il se fait sur des selles... sur des selles fraîches. Alors on a parlé brièvement, mais qui doit se faire dépister? Justement, alors on avait parlé tout à l'heure, oui. Voilà, toute la population générale, les patients de plus de 50 ans doivent bénéficier d'un dépistage de masse par rapport Il n'y a pas de avec le limite test. d'âge, à partir de 50 ans et plus. 50 ans jusqu'à 74 ans. Pourquoi? Parce que on avait dit que l'âge moyen de survenue du cancer était 70 ans. Donc c'est la tranche d'âge qui a été, c'est-à-dire par des sociétés savantes. Par rapport au coût de la politique de dépistage massif, parce qu'en fait, le dépistage peut Mais on n'a pas de test dépistage immunologique. massif chez nous, donc. C'est ce qui doit, c'est ce qui doit arriver chez nous. Il faut que ça arrive, parce que Non, il ne devrait pas y avoir de limite chez nous, puisqu'il n'y a pas de dépistage massif, justement. C'est pour ça que je pose la Non, question. c'est une politique de santé. Il faut organiser. Justement, ça s'appelle un dépistage organisé. C'est pas tout venant qui doit faire un dépistage. Il y a une catégorie bien précise, mais pour revenir Mais là-dessus par rapport à les l'âge, gens se font dépister par leurs propres moyens aujourd'hui. Les gens, j'ai 50 ans, je vais me faire dépister. C'est comme ça que ça se passe. Ou j'ai 70 ans, j'ai envie de me faire dépister. je dois consulter. D'accord. Et c'est mon médecin qui va m'orienter. voilà. En fait, si on veut avoir un résultat, en fait, l'objectif majeur qu'on attend d'une politique de dépistage, c'est de réduire la mortalité, et dans ce cas de figure, réduire la mortalité par cancer du côlon. Et si on veut réduire la mortalité, il faut dépister tout le monde à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Oui. Et Ça, c'est l'idéal. on le Ça, fait c'est idéalement. individuellement, Juste pour rebondir par rapport à l'âge de 50 ans, actuellement, donc les sociétés savantes, donc on réduit l'âge à 45 ans, au lieu de dire 50 ans. Et juste pour continuer par rapport, vous m'aviez parlé des méthodes de dépistage, et les autres catégories à risque élevé et très élevé, donc les formes familiales, etc., et les antécédents, doivent bénéficier directement de la coloscopie. D'accord. Et non pas de faire un test de dépistage. Pour les sujets à risque, par exemple, alors on avait dit tout à l'heure à partir de quel âge une personne qui a, parce que là je pense qu'on ne va pas plus parler de 50 ou de 45 ans, c'est beaucoup plus tôt, une personne qui a des antécédents familiaux, des parents par exemple qui ont fait un cancer colorectal. Absolument. À ce moment-là, c'est voilà, ils doivent se faire à partir de quel âge? Théoriquement, ça se calcule comment? Voilà, on peut dire que s'ils ont, c'est à 5 ans avant l'âge d'apparition, c'est le sujet index. Donc, en fait, c'est en fonction du type de pathologie et du type de terrain sur lequel on est en train d'enquêter. Voilà, si vous avez des cas de cancer familiaux, c'est 5 ans avant. Si vous avez une polypose familiale, c'est à partir de 20 ans. Donc c'est au cas par cas. Et donc la différence du dépistage, on a dit dépistage de masse qui doit être organisé par les autorités, c'est à partir de 50 ans. Donc autorité sanitaire, c'est une politique de santé qui doit être décidée. Et c'est on dépiste tout le monde. Et c'est là qu'on arrive à obtenir un résultat. Et après, on a le dépistage qui se fait par le médecin. Et c'est à ce moment-là, c'est les gens qui consultent automatiquement. On va vérifier dans quelle catégorie le patient il est. On lance le dépistage. On dit à peu près. Pour répondre à votre remarque, pourquoi il n'y a pas de dépistage de masse? Parce qu'on est toujours considéré comme étant des pays à moyenne incidence de cancer colorectal. Le dépistage de masse, en général, c'est une politique d'économie de santé. On va voir, on va peser le pour et le contre, voir... Dans tous les cas, on est gagnant quand on fait un dépistage de masse. Oui, dans tous les cas, on est gagnant quand on fait de la prévention. Tous les pays qui ont réussi le pari de la mortalité, en tout cas, disons-le, qui ont réduit la mortalité, les pays où il n'y a pas de corrélation entre le nombre de cancers et la mortalité, c'est les pays qui ont réussi justement
justement la prévention via les dépistages de la Sur un population. plan épidémiologique, il faut savoir que quand un cancer n'a pas une incidence importante, le dépistage ne réduit pas forcément La mortalité. Oui, mais là, l'impact, il est béni. Là, on parle du premier cancer pratiquement. Oui. Là, on est en train de passer à une autre catégorie. Bien sûr, on est en train de devenir un pays à forte Transition incidence. Et à ce épidémiologique. moment-là, l'impact du dépistage sera beaucoup plus sensible. Parce que pour Moi, je ne suis faire pas d'accord avec vous, parce qu'il n'y a pas de dépistage de masse dans n'importe quel cancer chez nous, malheureusement. Ni le cancer du sein, il n'y a pas de dépistage. On n'a pas encore de politique de dépistage de la population. Alors qu'aujourd'hui, il faut sérieusement y penser. Parce que ça sauve des vies, parce que ça coûte moins cher. Des Chaque critères. vie est sauvée et ça vaut le coup de faire un dépistage. Absolument. Si on arrive à sauver Mais- Professeur Saïb, votre avis sur justement le dépistage de masse, vous qui êtes un peu à la fin de la chaîne, encore une fois, vous qui voyez les malades arriver peut-être à un stade avancé. Moi, je dis comme le cancer du sein, par exemple, c'est le premier cancer, peut-être En c'est termes le de deuxième chiffres. actuellement en Algérie. Le On parle quand même de 14 000 ça dépend cas des quand même années, par parfois le an. premier, cancer chez la femme. Les cancers colorectaux, actuellement, c'est les premiers cancers chez l'homme. Il ne faut pas chercher midi 14 heures. Il faut un dépistage de ces deux cancers. Maintenant se pose la problématique de la compliance, de l'adhésion de la population au dépistage. Il faut savoir que dans les pays les plus développés, en Occident, je vous donne l'exemple de l'Allemagne, de la France et des États-Unis, c'est 30% de la population qui adhère à la politique de dépistage. Donc il y a cette problématique, les gens n'y adhèrent pas. Oui. Je pense que là, il faudrait beaucoup de pédagogie. Mais sur le cancer du sein, par exemple, aujourd'hui, quand même, on voit qu'il y a des résultats. Les gens se font dépister par leurs propres moyens, professeur Saïb. Aujourd'hui, les gens, en tout cas, qui prennent en charge les sénologues ou encore les chirurgiens du sein, vous disent qu'aujourd'hui, on arrive quand même à prendre en charge des personnes qui arrivent à des stades précoces, ce qui est déjà une réussite en soi. Alors qu'il n'y a pas de dépistage de masse. Justement, je vous pose la question à vous, professeur Biloul, sur la faisabilité d'un dépistage de masse, peut-être parce que vous avez déjà participé à une opération pilote dans le cadre du plan cancer 2015-2019. Exactement. Donc, et on a été confronté à tous ces problèmes dont tout le monde a parlé. Et l'objectif, c'était pas de faire le dépistage et de dépister le maximum. L'objectif de cette opération, c'était de créer un réseau de dépistage. Parce qu'il ne suffit pas de dépister. Il faut que le citoyen sache où aller, comment il va se faire dépister, s'il se fait dépister, comment il va être traité. Il faut lui assurer, il faut assurer la chaîne. Absolument. Tous les maillons doivent être présents. Et je voulais juste apporter une précision pour nos téléspectateurs, que dépister ne veut pas dire chercher un cancer. Dépister, justement, c'est chercher une lésion qui peut devenir cancer. D'où juste cette prévention secondaire. Si je trouve un polype qui est une tumeur bénigne qui peut dégénérer dans 10% des cas, donc si je résecte ce polype, j'évite l'apparition d'un cancer. Donc il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas dans le dépistage que l'on va trouver le maximum de cancer. Mais c'est agir en amont, vraiment en amont. Oui, il faudrait dire aussi peut-être que la présence de sang, justement, quand on va faire peut-être le test immunologique, ne veut pas dire forcément dire déjà cancer. Voilà. forcément qu'il y a un cancer. De chiffres, quand vous faites 100 tests immunologiques, vous avez, dans 30% des cas, vous allez diagnostiquer des polypes. Donc, c'est des polypes qui vont bénéficier d'une colonoscopie, d'une résection, et donc ça évitera l'évolution vers le cancer. Dans 8% des cas, vous avez des cancers, et dans la moitié des cas, on ne trouve rien du tout. Déjà, si on arrive à trouver des polypes et à les enlever, c'est déjà un gain considérable pour un patient. On lui aura évité C'est ça le un challenge. Oui, absolument. Alors, c'est un cancer qui évolue vite, le cancer colorectal. A priori, il a tendance à évoluer lentement. En fait, il y a des formes. Il y a des formes qui sont très méchantes, qui évoluent rapidement vers des métastases, mais souvent, on arrive à trouver des cancers qui évoluent depuis 6 mois jusqu'à 1 année, et le malade ne fait quand même pas de métastases, donc il a un pronostic qui est plutôt bon. 60% de survie à 5 ans. C'est un cancer qui est guérissable s'il est détecté à temps. Il faut arriver à diagnostiquer sans le stade de métastatique. Oui. Les gens arrivent à quel stade, généralement, professeur Saïb? Moi, les malades que j'ai l'habitude de voir, il est exceptionnel de voir des malades à un stade précoce. Des malades qui viennent au stade des symptômes digestifs, c'est-à-dire le malade il a un trouble. C'est la rectoragie, généralement, qui La pousse les gens à rectoragie, consulter. surtout des troubles du transit intestinal, à type surtout de constipation. Donc ça témoigne que la tumeur a un certain volume. Déjà pour
arriver au stade d'1 centimètre, les données de la biologie nous ont démontré qu'il faut 36 mois en matière de cancer colorectal. Par exemple, cancer du sein, 1 centimètre, c'est 8 à 12 ans d'évolution. C'est un ça. cancer qui évolue très très lentement. En matière de cancer colorectal, le malade vient, je dis, à un stade intermédiaire, mais jamais à un stade précoce en Précoce, Algérie. oui, ça c'est rare. Pour arriver à un stade, à diagnostiquer les cancers à un stade précoce et donc offrir aux patients une prise en charge mini-invasive, il faut une politique de dépistage. Sans ça, on ne peut pas diagnostiquer les cancers à un stade précoce. Donc il faut une volonté politique. La chirurgie est inévitable dans le cancer colorectal ou pas? Absolument. La chirurgie, c'est la pierre angulaire du traitement. Après, avant, la chirurgie faisait cavalier seul. Actuellement, elle fait partie d'une prise en charge intégrée, multidisciplinaire. Et les autres thérapeutiques, je dirais qu'elles font partie de la stratégie et elles ont le même rôle. La chirurgie et la radiothérapie permettent un contrôle local de la maladie. En revanche, l'oncologie médicale permet un contrôle général, c'est-à-dire stériliser tout ce qui est à distance et éviter les récidives à distance, notamment au niveau du foie, du poumon et autres. Oui. Professeur Bouhassaïn, alors le diagnostic, on a parlé déjà du dépistage, hein, du test, donc des selles, s'il y a présence du sang, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait après? Par la suite, c'est simple. Si le test est positif, là, à ce moment-là, on fait une coloscopie à la recherche justement d'une lésion précancéreuse ou d'un cancer qui est apparemment asymptomatique, parce que le dépistage concerne les patients asymptomatiques Absolument. qui n'ont pas de symptômes de base. Et à ce moment-là, s'il y a une lésion précancéreuse, par exemple un adénome, un polype, on le résèque, on fait l'étude anatomopathologique à la recherche d'un cancer in situ, ça veut dire au niveau même du polype, il n'est pas encore à un stade évolué, ou bien si on trouve une lésion précancéreuse ou lésion cancéreuse à ses débuts, on fait des biopsies. Et on décide en RCP, donc en réunion de concertation pluridisciplinaire, la démarche à suivre. Ça veut dire, dans la réunion, il y a les chirurgiens, les anatomopathologistes, oncologues, radiothérapeutes, gastro-entérologues. On va décider, est-ce que ce patient peut bénéficier d'un traitement local ou bien nécessite un traitement complémentaire par chirurgie, par chimiothérapie, par radiothérapie. Oui. Absolument. Alors, peut-être pour démystifier la coloscopie, c'est un examen douloureux ou pas? C'est un examen qui peut être douloureux, qui est On le fait plutôt sous anesthésie? gênant. Ça dépend. Donc, on peut le faire à vif ou on peut le faire sous sédation. Donc, il faut dire que anesthésie ne veut pas dire anesthésie générale comme celle du bloc opératoire où le patient, c'est une sédation. Parce que beaucoup de gens, quand même, trouvent ça un peu rédhibitoire. Hein. C'est pour ça que j'essaye un peu de démystifier ce test. Oui, exactement. Les gens hésitent. Hein. Ils disent « Ah non, une coloscopie, non, ça me fait peur. » Oui, c'est ça. Il faut démystifier, comme vous venez de dire, la coloscopie qui est le gold standard du diagnostic. Sans coloscopie, on ne peut pas avoir ce cancer, on ne peut pas avoir de preuve anapathe. Mon oncologue ne peut pas traiter, le chirurgien ne peut pas également opérer. Voilà. Donc, et cette coloscopie, il faut dire aussi qu'il faut expliquer aux patients les modalités de cette coloscopie. Il faut savoir qu'il y a un régime préalable, donc avant de l'effectuer, ce qu'on appelle un régime sans résidus. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les coloscopies de dépistage, il faut qu'un côlon soit très, très, très propre pour ne pas passer d'ailleurs à côté de ces petits polypes qui peuvent être graves. Et il faut dire aussi que c'est un examen de prospection, mais aussi c'est un examen aussi thérapeutique, hein, parce qu'on va profiter de cette prospection pour enlever ou réséquer ces polypes, c'est ça? Alors les polypes, c'est des grosseurs, hein, pour que les gens nous comprennent. C'est des tumeurs bénignes. En fait, c'est des cellules qui se développent sur l'épithélium de surface de la muqueuse colique. Il faudra le dire très simplement, des grosseurs qu'on trouve sur le côlon. C'est comme une verrue. C'est comme une verrue, absolument. Bon, la verrue dans la peau, on la voit, dans le côlon, on ne la voit pas. Et donc, les polypes ont des formes et des tailles différentes, et surtout, ils ont des types histologiques un petit peu différents. Et l'évolution des polypes, il y a des polypes qui ont tendance à grossir rapidement, il y a des polypes qui mettent plusieurs années pour grossir. Et une fois qu'on arrive à des polypes, il y a des surfaces qu'on peut réséquer endoscopiquement. On procède à la résection endoscopique.
Et maintenant, on arrive à réséquer des lésions qu'on ne pouvait pas enlever avant. Maintenant, parce qu'on a beaucoup plus de moyens, on arrive à faire des agrafes. Quand on fait de grosses résections, on peut fermer les berges. Quand on a des hémorragies, on arrive à gérer les hémorragies avec des clips. Et même si on a des petites perforations, on arrive également à suturer. Donc maintenant, on n'a plus peur de réséquer des polypes comme avant, où dès qu'on avait des pépins, il fallait appeler le chirurgien pour reprendre le patient. Et on arrive à gérer toutes les résections globalement sur le plan endoscopique. Il faut dire que ça c'est très important. Hein. Ça, c'est très important. Oui. Et quand on arrive à une lésion qui est très grande, qu'on ne peut pas réséquer, à ce moment-là, on appelle le chirurgien pour qu'il fasse les gestes complémentaires. Peut-être un autre message aussi à donner ce soir pour les personnes justement qui ont subi une résection des polypes. Hein. Il ne faut pas les perdre de vue. Hein. Ces gens-là, il faut qu'ils consultent. Et ça, effectivement, donc, en fait, c'est des patients qui sont d'emblée mis dans le programme de dépistage. En fait, parce que c'est un patient qui a eu un antécédent de polype colique et donc il est à sur-risque de développer un cancer du côlon. Donc c'est des gens qui vont être contrôlés soit à 3 ans, soit à 5 ans, en fonction du type histologique de la lésion. Oui. Alors, les traitements, on en a touché un mot tout à l'heure avec vous, hein, docteur Bouhassaïn. Alors, c'est quoi le protocole aujourd'hui, le protocole qu'on suit? Chirurgie en premier ou plutôt traitement adjuvant ou néo-adjuvant? Comment on appelle ça déjà? D'abord, le dossier du patient doit passer impérativement en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et les acteurs qui doivent assister impérativement ou bien intervenir impérativement dans la prise en charge de la stratégie thérapeutique, donc sont l'oncologue médical, le radiothérapeute et le chirurgien. D'accord ? Après, au besoin, on fait appel, bien sûr, il y a l'anatomopathologiste, le gastro-entérologue et le radiologue. Maintenant, dans les cancers coliques, les choses ont évolué hein, d'une façon vertigineuse ces dernières années. Avant, côlon égale chirurgie première et en fonction de l'anatomie pathologie, des données du laboratoire, on associe ou pas une chimiothérapie. Actuellement, la tendance va vers un traitement, si vous voulez, en sandwich, une chimiothérapie première, une chirurgie et une chimiothérapie post-opératoire. Ça, c'est pour préserver un maximum du côlon, c'est ça, pour éviter qu'il y ait une grosse ablation? Non, l'ablation chirurgicale, elle reste la même. Elle n'a pas changé. C'est pour augmenter les chances de survie sans récidive. En matière des cancers du rectum, il y a l'apport indéniable de la radiothérapie qui permet de réduire le risque de récidive loco-régionale. Et bien sûr, soit on fait bien un nouveau protocole, une chimiothérapie, après une radiothérapie, après chirurgie et même une chimiothérapie adjuvante ou post-opératoire. Mais il est très difficile. Il faut dire que c'est plus compliqué quand même. C'est un peu compliqué, mais je dirais en matière de cancer du rectum. C'est-à-dire en termes de lésions, peut-être qu'on, plutôt de chirurgie, on est arrivé peut-être à s'améliorer hein, sur le cancer du côlon, mais pas sur le cancer du rectum, ça reste plus sensible. Non, en matière de chirurgie, de prise en charge, thérapeutique, multidisciplinaire. Je parle de chirurgie parce que c'est pas toujours évident hein, dans le cancer du rectum. Hein. C'est pas toujours évident, mais dans le cancer du rectum, il y a des avancées en matière de célioscopie, d'accord, de chirurgie mini-invasive, la chirurgie assistée par la vidéo. Maintenant, c'est une chirurgie actuellement dans le monde, ça va arriver en Algérie bientôt, assistée par le robot, d'accord, grâce à la magnification de l'image, de la caméra, c'est-à-dire si je me permets, professeur Saïb, c'est pas toujours peut-être une question de technicité, c'est plus une question peut-être d'emplacement du cancer, non? C'est ça aussi qui rend peut-être le cancer du rectum parfois difficile. Je vais essayer de faire un parallèle, mais c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, par exemple, dans le cancer du sein, on essaye de préserver l'organe. Est-ce qu'au même titre, par exemple, dans le cancer du rectum, on arrive aujourd'hui à penser à préserver l'organe? Parce que ça, c'est très contraignant, disons-le, pour les malades. Absolument. Il y a eu des avancées indéniables. En matière de cancer du côlon, le problème ne se pose pas. En matière de cancer du rectum, l'apport, le développement de l'instrumentation chirurgicale,
notamment de la cellulio-vidéochirurgie, l'apparition des instruments qui permettent d'arrêter le saignement, qui sont très fins, très précis, ont permis justement la conservation de l'organe. Avant, quand on opérait, il y a une vingtaine d'années, en Algérie par exemple, quand on opérait un cancer du rectum, du moyen et du bas rectum, qui est proche de l'anus, c'était 70% de stomie, c'est-à-dire d'un anus artificiel à vie. Actuellement, dans 2/3 des cas, c'est la conservation, et dans 1/3 des cas, on a recours à cet anus artificiel. Oui. Donc, il y a eu un changement. Une amélioration, absolument. Peut-être que je pose cette question aussi à professeur Bleu. Vous en parliez tout à l'heure, hein, vous disiez qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de sujets jeunes. Oui. C'est ça aussi, peut-être, qui est un peu contraignant hein, dans le cas du cancer du rectum, parce que parfois, les malades ont des séquelles très lourdes, ils n'ont plus de vie intime. Voilà, les problèmes sexuels, les problèmes sphinctériens qui peuvent être dus à ce cancer. Absolument, donc des problèmes de fertilité, des problèmes de sexualité, donc c'est la qualité de vie. Alors que qui est altérée. Voilà, la qualité de vie est un élément très important dans la prise en charge du cancer colorectal. Donc avec l'aide des chirurgiens, donc justement il faut essayer de conserver le plus possible ce sphincter avec les différentes thérapeutiques. Oui, professeur, docteur Bouhassaïn, justement, alors l'importance des traitements adjuvants, professeur Saïb en a parlé, l'importance des traitements adjuvants, évitables ou pas, obligatoires ou pas dans le cancer colorectal? Obligatoire, non. Tout dépendra des résultats anatomopathologiques de la pièce opératoire. Si on a une invasion lymphatique, par exemple, ça veut dire des adénopathies, à ce moment-là... Par exemple, dans un cancer, si vous permettez, dans un cancer détecté précocement, est-ce qu'on peut se contenter d'une chirurgie? Oui, tout dépend du stade. Par exemple, si on est dans un stade 1 ou un stade 2, sans facteur de risque, parce qu'il y a des facteurs de risque à prendre en compte, à ce moment-là, on peut se contenter d'une simple chirurgie. Quand je dis simple, ça reste une hémicolectomie, ça reste quand même une chirurgie assez lourde. Et par la suite, on fait un suivi du patient. Donc le patient n'est pas perdu de vue. Il est suivi d'une manière régulière, que ce soit par scanner, par coloscopie, pour détecter le moindre signe de récidive. Maintenant, s'il y a une invasion lymphatique ou bien si la tumeur a progressé sur un plan local assez important, atteint d'autres toniques au niveau du côlon, à ce moment-là, on est dans l'obligation de suivre le traitement chirurgical par un traitement adjuvant. La différence entre le cancer du côlon et le cancer du rectum, c'est que le rectum se situe dans un endroit un peu plus étroit. Donc, pour faciliter le geste chirurgical, on préfère utiliser ces traitements. Au lieu de les utiliser en adjuvant, on les utilise en néoadjuvant. Ça veut dire qu'on essaie de réduire la taille tumorale, on essaie de réduire le risque d'invasion lymphatique pour faciliter le geste au chirurgien, afin que le geste soit ce qu'on appelle carcinologique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses en place. C'est par rapport à ça. Et juste un autre point, par rapport à la maladie métastatique, dans le cancer du côlon. C'est-à-dire, à ce moment-là, on va éviter la chirurgie, c'est ça? Quand vous dites qu'il n'y a plus de Non, on n'évite cancer. jamais la chirurgie. La chirurgie, dans le cancer du côlon et du rectum, c'est le seul traitement curateur. D'accord. Là, on est en train de accompagner ce traitement curateur pour avoir le meilleur bénéfice. On essaie de potentialiser cet effet, l'effet de la chirurgie par la suite, par le biais de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Sur le plan, même si la maladie, par exemple, elle est métastatique, à la différence du cancer du sein, on peut opérer les localisations secondaires. C'est ça, c'est ce qui fait la différence entre la prise en charge, par exemple, du cancer du côlon et d'autres cancers digestifs ou d'autres cancers extradigestifs. Oui. Oui, justement, j'avais posé la question. Alors, on a parlé dans cette émission il y a quelque temps de l'arrivée de l'immunothérapie en Algérie. Aujourd'hui, elle est disponible, mais il n'y a pas d'usage, il n'y a pas d'indication de l'immunothérapie dans le cancer colorectal. Il y a une indication, mais elle est encore très limitée. Là, il faut savoir que l'apport de la thérapie ciblée dans le cancer du côlon est beaucoup plus important que l'immunothérapie. Disponible ou pas actuellement? Disponible, que ce soit les anti-EGFR, par exemple le cetuximab ou autres, ou bien les anti-VEGF comme le bevacizumab. Les deux sont disponibles, ils sont indiqués dans le traitement du cancer du côlon et du rectum métastatique, ou bien dans un stade avancé où on ne peut pas faire, par exemple, une chirurgie d'emblée. D'accord. Peut-être que la seule contrainte ou la grosse contrainte, disons-le, ça reste la radiothérapie. Aujourd'hui, vous avez des délais corrects quand même Pour ce qui est du rectum, oui. Pour d'autres localisations, les délais sont un peu plus importants, mais pour ce qui est du rectum, on arrive à avoir des délais assez rapides pour la simple et unique raison qu'il y a
une autre méthodologie à adopter. Au lieu de faire un schéma long sur 5 semaines, voire 7 semaines, on fait un schéma court sur 5 jours, ce qui permet de faire un turnover rapide des patients. Oui, donc on contourne un peu les difficultés. Alors, quel suivi après un cancer? On arrive presque à la fin de cette émission. Quel suivi après un cancer colorectal? Après qu'un cancer a été opéré, il y a une surveillance, bien sûr, qui se fait par imagerie et par coloscopie. Donc, quand la coloscopie a été incomplète parce qu'il y avait un processus tumoral sténosant avant d'être opéré, le patient aura une coloscopie après 6 mois. Et quand une coloscopie a été complète, il aura une coloscopie après 1 année. Et par la suite, il va rentrer dans un programme de surveillance sur 10 ans. Et après, au bout de 10 ans, on peut dire que le patient est sorti d'affaire. Oui. Donc aujourd'hui, on arrive à améliorer la survie, justement, après un cancer et à éviter les récidives après un cancer globalement, colorectal. c'est la question enfin, c'est la réponse que je donne aux patients. Une fois qu'on diagnostique chez eux un cancer, ils sont un petit peu émus, ils ont peur. Et je leur dis qu'on va se revoir l'année prochaine, on va se revoir dans 2 ans. Et j'ai le plaisir de les revoir après 1 année, après 2 ans. Et je leur ai dit... Finalement, ce que je vous avais promis est vrai. Donc, ils ont été opérés. Ils ont eu, pour ceux qui ont eu de la chimio, ils ont eu de la chimio. Et on arrive à revoir nos patients régulièrement. On estime que le pronostic est plutôt bon pour cette pathologie. Et donc, notre rôle est de rassurer le patient, de le suivre et de l'accompagner. Ouais, on termine sur ça, hein, rassurer et accompagner le patient à une note d'espoir justement. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent arrivée à son terme. Merci à vous. J'espère qu'on a pu quand même répondre à une partie des questions que vous vous posez sur ce sujet. Je vous revois la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.